Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouveau webinaire donc, de la Société québécoise de phytotechnologie, la SQP pour les intimes. C'est maintenant notre 10e webinaire, donc on est vraiment super content de vous retrouver aujourd'hui après une petite absence pour la saison estivale. Et donc, le webinaire d'aujourd'hui qui va porter sur les toitures végétalisées. Vous allez découvrir deux projets qui sont très différents. Et donc, il va y avoir une très grande portion de l'événement aujourd'hui qui va être réservée à des périodes de discussion et à des questions. Donc, je me présente, Chloé Fredette, je suis présidente de la SQP et chargée de projet chez Québec Vert. Et donc, c'est au nom de tous mes collègues que je vous souhaite la bienvenue au webinaire aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc la SQP, on est une société à but non lucratif. Notre mission, donc, c'est de promouvoir les phytotechnologies au Québec. Et tout notre travail, notre activité est basée exclusivement sur le travail du conseil d'administration qui est bénévole. Donc, on organise différentes activités, notamment à chaque année, on organise un colloque. On fait des visites de sites, comme celle qui a eu lieu ce mardi et qu'on vous présente aujourd'hui. D'habitude, on essaie d'en faire 2 par année. Puis, depuis 2020, on organise aussi des webinaires. Donc, c'est le 10e depuis à peine plus d'1 an qu'on fait. On produit aussi des fiches techniques qui sont diffusées sur notre site web, disponible à tout le monde. À chaque année, on offre aussi des bourses à des étudiants et on remet depuis 2019 un prix d'excellence pour le meilleur projet phytotechnologique. Et donc, si vous souhaitez en savoir plus sur la SQP, je vous invite fortement à visiter notre site web. Vous allez trouver tous les détails à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre infolette, donc sans nécessairement être membre, il y a toujours la possibilité de s'abonner à l'infolette pour recevoir des nouvelles sur la SQP. Vous pouvez aussi évidemment nous soutenir en devenant membre de la SQP, mais je vais revenir là-dessus à la fin pour vous dire c'est quoi les différents avantages associés à ça. Mais il y a entre autres la possibilité de revoir tous nos webinaires. Donc, quand vous êtes membre, c'est juste 35 $ par année. Vous pouvez entre autres voir les webinaires passés. Donc, sans plus attendre, en fait, j'aimerais commencer par remercier nos partenaires financiers parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on peut organiser des activités comme ça, puis surtout vous les offrir gratuitement. Le présentateur officiel de nos webinaires, c'est Desjardins. Et donc, ils aimeraient vous présenter une petite vidéo que je vais vous faire passer dès maintenant. Donc, je vous partage ça. Moi, c'est Mélodie Desmarais. Oh, pardon. Voilà. Et on a aussi d'autres partenaires, entre autres Rameau Phytotechnologie, qui est notre partenaire officiel, et également, donc, qui soutiennent les webinaires. On a les membranes Hydrotech et Rousseau-Lefebvre. Donc, vraiment, on les remercie pour leur collaboration. Et donc, maintenant, on va passer à notre webinaire. Donc, comment ça va fonctionner? On va vous présenter 2 segments vidéo qui sont en fait la rediffusion de la visite qui a eu lieu en présentiel ce mardi. Et donc, comme je le disais, on va découvrir 2 projets et on va passer le premier segment qui est donc au niveau du toit vert à McGill et ensuite, il y aura une période de questions. Ensuite, le deuxième segment avec le deuxième toit vert et une deuxième période de questions. Donc, pour répondre à vos questions, pendant les périodes de discussion, on a nos conférencières Marjolaine Auger et Roxane Miller qui sont avec nous.
Donc, Marjolaine, elle est agronome et conseillère en toiture végétalisée chez les Membranes Hydrotech et Roxane est architecte paysagiste et responsable du développement commercial de Sopra Nature chez Soprema. Elles vont se présenter également là, dans les vidéos. Et toutes les deux, elles sont membres du groupe de travail sur les toitures végétalisées du Conseil du bâtiment durable du Canada et elles sont très actives là, dans le développement des toitures végétalisées au Québec. Donc, bonjour Marjolaine et Roxane, merci d'être avec nous ce matin. Vous pouvez ouvrir vos caméras, faire un petit coucou. Coucou. Bonjour. Allô, merci d'être là. Et donc, ben voilà, juste peut-être quelques petits détails sur le déroulement. Donc, comme je le disais, on va poser les questions après chaque segment vidéo et vous pouvez, pour poser vos questions, vous allez pouvoir soit écrire dans le chat, écrire dans la section questions-réponses, le Q&A, ou vous pouvez aussi, libre à vous d'ouvrir votre micro là, pour poser votre question ou encore de lever la main pour qu'on vous attribue la parole. La présentation d'aujourd'hui, pour ceux qui se le demanderaient, elle est enregistrée et elle sera rediffusée sur notre site web, accessible aux membres seulement, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer. Je vais vous présenter la vidéo donc, de la visite du toit vert à McGill et on pourra en discuter par la suite. Okay, je vous présente ça. C'est Mélodie Desmarais de chez Toit Vertige et c'est moi qui avons fait la réalisation des toits verts de McGill et de Jeté Alexandra qu'on va aller voir plus tard. Donc, on va parler un peu plus du côté installation de ces deux réalisations. Mais moi, c'est Marjolaine Auger. Je suis de la compagnie Les Manufacturiers des Membranes Hydrotech. Donc, c'est la première partie de la visite, c'est le pavillon des sciences de l'éducation qui est ici. On va faire le tour sur un système, dans le fond, un système double ou deux systèmes superposés un sur l'autre. On va faire le tour de la toiture bleue et la toiture verte. Je voulais aussi mentionner que Roxane et moi, depuis 2014, et Mélodie et Toit Vertige, en tant que membre entreprise, on fait partie du groupe de travail sur les toitures végétalisées. Donc, la mission du GTTV, dans le fond, c'est de promouvoir et de supporter l'industrie de la toiture végétalisée à travers le Québec. Donc, on est là, c'est plusieurs membres de l'industrie qui se sont regroupés ensemble là, pour pouvoir faire une force un peu plus intense là, au niveau des toitures. Donc, je vais commencer en vous présentant, dans le fond, le building. Ici, le building des sciences a été construit en 1971. Puis, c'était pour pallier, dans le fond, à la montée étudiante au niveau de l'éducation. Il y avait vraiment besoin d'un endroit supplémentaire pour accueillir les étudiants dans les années 60. Il y avait comme un mouvement d'études supérieures pour se rendre à l'éducation. Donc, 1971, puis la réfection de la toiture ici s'est faite à partir de 2020 et elle s'est complétée en juin qu'on vient de passer. Donc, c'est un 7 étages en tout. Là, on en voit comme juste un peu dépasser un 5 étages, mais il faut penser au sous-bassement ici qu'on a 2 étages supplémentaires. Donc, actuellement, on est sur 2 autres étages avec des locaux, des bureaux et des classes. Mais qu'est-ce que c'était précédemment? Ça a toujours été aménagé, c'était juste une toiture? C'était juste une toiture. Quand on arrivait ici, il y avait juste une toiture terrasse, en fait. Okay. Donc, il y avait des enjeux de gestion, en fait, des eaux pluviales qui devenaient de plus en plus grandes ici. Étant donné qu'on voit que l'empreinte du bâtiment, c'est la rue, c'est McTavish d'un côté, c'est Peel d'un autre, ensuite Avenue des Pins et tout. On n'avait pas vraiment de verre pour supporter tempérer, si on veut, la gestion des eaux pluviales. On avait, derrière vous, là-bas, on avait un gros enjeu. Quand il y avait des fortes pluies, on avait un gros enjeu de méga flaques d'eau que les étudiants devaient vraiment passer à travers. Donc, il fallait tout revoir le contexte là, de gestion des eaux ici. Donc, c'est la firme d'architecture DMA qui a été engagée pour travailler le projet. Puis, dès le départ, il était déjà impliqué avec un ingénieur mécanique pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient intégrer la toiture bleue à leur projet. Donc, il y a plusieurs bassins. On va faire le tour aujourd'hui. On va faire le tour du bâtiment. Ce n'est pas très long, mais il y a plusieurs bassins qui ont été travaillés de manière différente, mais toutes dans le but de pouvoir détenir de l'eau temporairement en dessous de où est-ce qu'on est actuellement. Donc,
En gros, c'est sûr que je vais laisser tout l'espace à Mélodie pour qu'elle puisse expliquer les différents systèmes qui ont été installés. Mais ce que je veux ajouter, c'est qu'ici, on travaille avec deux types de détention d'eau sur 3. Le premier type de détention d'eau qui existe depuis longtemps sur de la toiture à membrane protégée, c'est carrément de mettre un système de ballast, c'est-à-dire que l'eau est récupérée, est contrôlée avec des drains à débit contrôlé, mais sur la toiture à travers le gravier. À travers le gravier, on réussit peut-être à conserver, à détenir temporairement peut-être 45 à 50 du volume. Ensuite, il y a un autre type de détention d'eau temporaire qui est le système de terrasse sur lequel on se situe actuellement. En dessous des pavés, c'est un grand vide. C'est un grand vide parce que tous les pavés sont installés sur des plots. Ça nous permet de détenir l'eau temporairement aussi, encore là, à l'aide de drains à débit contrôlé, de détenir l'eau sous le pavé. À ce moment-là, on a un volume de 100 d'eau qu'on peut détenir sous le pavé. Sauf que, bon, on a une certaine limite parce qu'à partir de 2 pouces avant, mettons, la surface inférieure du pavé, il faut arrêter de détenir l'eau pour ne pas se ramasser avec des problèmes. Puis, 100%, je m'excuse, c'est 100% d'une rétirance. Non, 100% du vide. Tu sais, c'est l'ingénieur mécanique qui va calculer vraiment les volumes qu'il doit avoir. Quand je parle 100%, c'est 100% du vide. Quand je parle du gravier sur la toiture, on a entre 45 et 50% du vide. Exact. Quand on tombe avec le système de toiture végétalisée, comme il a été utilisé ici, on travaille avec des unités de stockage d'eau. Dans le fond, c'est un grand vide qui est créé en dessous de la toiture végétalisée qui permet de récupérer à ce moment-là 95% du volume qu'on lui donne en eau. Ce qu'on demande, par contre, c'est que le volume, le drain à débit contrôlé, encore là, n'accède pas à plus que 1 pouce en dessous de la surface, mettons, supérieure de votre unité de stockage d'eau. Donc, les deux types, comme je le répète, qui ont été utilisés ici, c'est le système terrasse sur plot et le système végétalisé sur des unités de stockage d'eau. Les bassins, je ne sais pas comment on va pouvoir regarder ça de manière virtuelle vendredi, mais ici, ça va être facile de se promener et de voir ce qui a été fait dans le fond. Je vais peut-être passer la parole justement à Mélodie qui va vous expliquer un peu les différents bassins et ce qui a été travaillé ici. Oui. Je vais commencer par le plan. Donc, ça, c'était le plan d'aménagement qu'on nous a demandé d'effectuer. Donc, tout ce qui est en vert pâle, ce sont des zones avec 6 pouces de terre, de substrat. Donc, on voit ici en arrière, il y en a un petit peu en arrière ici. Vous allez voir là, les grandes zones. Et en fond, l'architecte paysagiste avait sélectionné des plantes qui étaient adaptées aussi à l'épaisseur de terre. Et ensuite, il y a des zones aussi où on a juste fait le remplissage, le bac avec c'est pas du substrat, c'est vraiment de la terre mélange numéro 2 là, pour les plantes typiques. Veux-tu la passer au monde? Dans le fond, ça s'est construit aussi en 2 étapes. Ouais. Donc, il y a une étape qui a été faite qui a été faite en 2020, selon les suites des travaux, l'avancement des travaux. Là. Et il y a une seconde étape qui a été faite en juin. Donc, à travers les deux étapes, vous voyez que le pays a changé. C'est une directive de changement qui a été émise. Donc, en premier lieu, il y a eu bien sûr la nouvelle étanchéité qui a été faite. Nous, on ne fait pas l'étanchéité, c'est des couvreurs qui sont spécialisés là-dedans. Donc, nous, on fait vraiment l'aménagement sur le toit. Donc, on est venu installer en premier les permavoids pour installer les bacs les bancs en béton par la suite, qui ont été faits par Sebeco, un autre corps de métier. Ensuite, bon, c'est ça, les drains sur les toits ont été ajustés aussi en fonction d'avoir l'épaisseur de permavoid et tout ça. Donc, c'est toute une coordination aussi sur les épaisseurs des choses. Donc, il y a la membrane étanchéité en premier, la membrane anti-racine que j'ai oublié d'apporter. Il y a l'isolant que le couvreur a installé, puis la membrane Fabroc 400 qui est une membrane protectrice contre les perforations de l'isolant. Il y a le Permavoid 65 ici, parce qu'il y a 65 mm d'épais. Le panneau de drainage GR15 et la toile géotextile qui est aussi le Light Top Filter de Hydrotech et tout dépendant là, du type d'aménagement qu'il y avait, donc c'est de la pierre ou du substrat.
Ici, il y a eu 80 verges cubes de substrat qui ont été installés, substrat light top intensif. Semi-intensif, excuse-moi. Pour la plantation, il y a eu 2 personnes pendant 2 journées de temps qui ont fait la plantation ici. L'arrosage était non négligeable. C'était quelque chose d'assez intense. Bon, les contraintes, mais c'était difficile d'accès au niveau des camions en vrac. Vous voyez, c'est pas possible d'aller sur les côtés. Il y a une petite pelle, mais là, c'est pas possible d'amener la pelle. Fait qu'il a fallu charrier avec les brouettes à partir d'en avant. L'autre côté, je m'en rappelle pas, mais il me semble que c'est les mêmes contraintes. L'accès, c'est comme presque pas possible. Des petits faits cocasses aussi pendant la construction. On s'est fait livrer la mauvaise pierre. C'était des méga pierres comme grosses comme ça. On était comme, ah non, je ne charrie pas ça. Dans la même journée, il y a quelqu'un d'autre qui est venu nous porter un autre type de pierre. Il ne faut pas avoir peur des nouveaux produits. Ça s'est très bien installé, très vite même. Donc, on était assez contents. On avait regardé des vidéos sur YouTube, comment les installer avant pour essayer de savoir un peu comment l'estimer aussi, savoir la pause de temps et tout ça. Donc, ça s'est bien passé quand même. On est rentré dans notre estimation assez critique. Là, on se tient sur une terrasse qui a de la rétention, de la détention temporaire d'eau en dessous. La zone dans la pointe du bâtiment, là, elle s'arrête où est-ce que vous êtes assis. Donc, ça, c'est sur on dit sur sol naturel. L'autre côté, c'est de la plantation sur sol naturel. Donc, on a vraiment l'empreinte du bâtiment qui où est-ce que les bancs, là, où est-ce que tous les étudiants s'assoient. C'est pas mal la même chose là, quand on fait le tour. Fait que pour ce qui est dans le fond, du Plaza Deck Assembly, là, ici sur les plots, là, sur toute l'ampleur du bâtiment, on a à peu près 220 mètres carrés de fait. Supérieure de l'unité de stockage d'eau. Donc, quand l'unité de stockage d'eau est pleine, c'est les fameuses gargouilles qui vont permettre d'écouler l'excédent d'eau. Donc, la toiture végétalisée, après, elle part à peu près à ce niveau-là. Donc, elle n'est jamais baignée dans l'eau. Bon, ben voilà, ça complète le premier segment. Donc, vous avez vu, là, on n'est pas des caméramans professionnels, mais j'espère quand même que vous avez bien pu apprécier cette portion de la visite. J'invite maintenant peut-être Marjolaine et Roxane à allumer leur caméra. Puis, ça serait le moment, là, donc, au niveau des participants, si vous avez des questions sur ce projet-là, Marjolaine pourrait y répondre. Donc, je vois effectivement, là, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'espace dans le segment qui est dédié aux questions des participants qui étaient sur place. Là, on a décidé de ne pas les mettre dans la vidéo justement parce qu'il y avait un enjeu au niveau du son. Là, évidemment, les participants n'avaient pas de micro, donc on n'entend pas nécessairement bien leurs questions. Il y avait une question dans la vidéo, là, c'était moi qui demandais qu'est-ce qu'il y avait sur la toiture dans le fond avant. Puis c'est ça, c'était juste une toiture conventionnelle. Je pense qu'elle était quand même accessible au public avant la toiture, Marjolaine, c'est ça? Avant, c'était une toiture morte là, qu'on appelle, c'est-à-dire, oui, je pense qu'il y avait la terrasse en devanture où est-ce qu'il y avait possibilité d'aller dessus, mais non, les autres toitures, c'était des toitures qui n'étaient pas accessibles. OK. J'aurais peut-être un complément à passer aux participants avant qu'on passe aux questions, parce que ça va probablement répondre à certaines questions que les gens se demandent. En fait, c'est une petite portion d'un PowerPoint qui explique vraiment comment est-ce que le système toiture bleu-vert gère l'eau pendant les fortes pluies. Je ne sais pas si je peux faire un share screen, dans le fond, puis montrer aux gens. Ça devrait fonctionner. Screen share. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Fait que là, je vais partir dans le fond. Le petit diaporama, je vais nous enlever la face de là. On te voit en mode présentateur, par exemple. Là. Je ne sais pas si... C'est-à-dire, est-ce que vous voyez? Ah, OK, oui, mode présentateur, ben oui. Paramètres, fin du diapo. Bon, ben dans le fond, je vais juste les partir comme ça. Vous allez quand même pouvoir... Bon, je vais les partir en mode présentateur, ça n'a pas d'importance. De toute façon, ça l'explique à côté comment est-ce que ça fonctionne. Dans le fond, ça, c'est un système de toiture bleue avec des drains à débit contrôlés qu'on peut dire complètement sèches.
Donc, quand on a un début de pluie, donc la pluie commence, on a une certaine saturation du système qui va se produire. Donc, le substrat de croissance va devenir saturé quand c'est des fortes intensités. Puis, on a le panneau de rétention d'eau aussi en dessous qui va devenir saturé. À ce moment-là, la pluie va continuer à s'en aller en dessous du système et venir combler, dans le fond, les unités de stockage d'eau qui sont en dessous. Puis comme on voit, le petit trou, là, c'est le fameux drain à débit contrôlé. C'est un exemple simple d'un drain à débit contrôlé. Dans le fond, le volume et le débit d'eau qui sort par ce trou-là est contrôlé selon ce que les drains pluviaux sont capables de supporter sur la toiture. Tu veux-tu, je t'arrêterai juste ici, Marjolaine, si c'est possible vraiment de le mettre en plein écran, je pense que ça l'aiderait les participants. Plein écran, l'affaire, c'est que je suis en mode de présentateur. C'est ça que tu me dis. Je ne sais pas comment l'enlever. Non plus. Regarde, c'est pas grave. À moins que je puisse enlever ça de là. Je pense que c'est dans tes paramètres d'affichage. Parce que tantôt, je l'ai ouvert et je ne tombais pas plein écran. Ben, écoute, ça va. De toute façon, si jamais il y a des questions. Basculer. Ouais. Ah, voilà. Et voilà. Super. OK. Donc, on était rendu, c'est ça, à une pluie normale qui vient donc combler une partie de l'unité de stockage d'eau en dessous du système végétalisé. Quand la pluie continue ou devient beaucoup plus intense, à ce moment-là, on a une montée d'eau dans l'unité de stockage d'eau et on a le fameux trop-plein. Le trop-plein sert à ce que l'eau n'aille jamais plus haut au niveau de la coupe de la toiture pour ne pas venir inonder les racines du système végétalisé qui est situé juste au-dessus. Donc, ça, c'est un seul drain à débit contrôlé. On peut aussi avoir un drain d'urgence qui peut être situé, mettons, 1 mètre plus loin, dépendamment comment est-ce que l'ingénieur mécanique veut travailler sa toiture. On peut avoir un trop-plein qui se situe 1 mètre plus loin, qui va servir aussi à vider l'excédent d'eau vers les drains plus chauds. Là, comme on remarque, quand on est rendu avec le trop-plein, là, on n'a plus de volume ni de débit contrôlé par le fameux orifice. Ensuite, lorsque la pluie va s'arrêter, à ce moment-là, la toiture végétalisée, l'unité de stockage d'eau, l'eau doit quitter la toiture en dedans de 24 à 48 heures. Donc, l'unité de stockage d'eau va se vider. Et la toiture, tout ce qui est dessous, la toiture végétalisée va finir par se vider avec le temps. Et on va se retrouver avec un substrat de croissance, qui est saturé jusqu'à temps que le cycle d'évapotranspiration du système commence. Puis, c'est ça, le système va finir par se vider complètement. Donc, j'espère que ça va avoir ben oui, moi, je trouve que c'était répondu à plusieurs questions par rapport à ça. Ben, c'est super, merci beaucoup. On a déjà des questions là, des participants. J'ai Inès qui demande dans le chat pourquoi les végétaux sont de petite taille. Non. Pour le projet? Oui. OK. C'est sûr qu'une unité de stockage d'eau, un système tel qu'il est conçu, c'est un système qui devient très, très lourd pour la charge structurelle du toit. Les toitures qui sont placées sur des blue roofs se restreignent le plus souvent par des toitures extensives, semi-intensives, c'est-à-dire des plantes de plus petite taille. On reste dans l'épaisseur du substrat, là, dans le fond. On parle du substrat de croissance ou des plantes? Non, mais je disais, quand tu parles d'un système extensif, donc de petites plantes, c'est qu'il y a une faible épaisseur de substrat. C'est ça. On se retrouve avec une faible épaisseur de substrat parce qu'on a une charge structurelle qui devient limitée parce qu'on doit garder de la place, on doit garder de la charge pour le système de toiture bleue qui est situé en dessous, qui lui devient très pesant quand que l'eau est retenue. Donc, on se retrouve surtout avec des systèmes, je dirais à moins de 200 mm, on ne va pas au-dessus de 200 mm. Ça prend d'ailleurs une structure de béton pour pouvoir accueillir un système aussi lourd là, que le système de toiture bleue. Parfait. Puis sinon, je ne sais pas, Inès, tu faisais peut-être référence au plan visuel qu'on a vu dans le segment vidéo, mais il y a aussi le fait qu'il y a des végétaux qui ont été implantés quand même récemment, là, puis ils ne sont pas encore à maturité aussi. C'est par exemple les graminées qu'on voyait qui étaient petites, ils ne sont pas encore.
En fait, les graminées avaient été plantées cette année. Le projet s'est voilà. planté en 2 phases. Première phase l'année passée. Il y en a qui ont passé l'hiver. Les géraniums ont passé déjà l'hiver. Puis aussi qu'il y avait des graminées, des hémérocalles, des physocarpes. Eux autres, c'est leur premier été. Donc, ils vont avoir à passer un hiver. Parfait. J'ai Sophie Rajot qui a la main levée, donc je vais te permettre de parler. Si tu veux ouvrir ton micro ou ta caméra, tu es la bienvenue pour poser ta question, Sophie. Est-ce que tu as toujours une question, Sophie? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. OK. Super intéressant. Merci pour votre webinaire. Merci. Je voulais savoir s'il y aurait des subventions, point de vue commercial ou résidentiel par rapport au gouvernement, s'il y aurait des subventions par rapport à ça. Je dirais que notre système de toiture bleu-vert, nous, il existe, il est mis en promotion, si on veut, depuis à peu près 2015-2016. Je pense qu'il est encore trop méconnu pour qu'il se soit dirigé vers des subventions, mais ça doit être le travail du professionnel, d'après moi, de remonter et de présenter. Là. C'est sûr que Hydrotech, on est toujours là pour aider le professionnel à pouvoir justement remonter, là. Mais la responsabilité, en tout cas, j'ai pas vu de subventions qui ont été allouées, quoi que ce soit jusqu'à maintenant par rapport à ça. Oui, mais la question du financement, effectivement, je pense que c'est une question à part entière aussi. Là. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un qui s'est penché sur toutes les subventions qui existent. Peut-être que quelqu'un dans le webinaire actuellement pourrait répondre à Mme Rajot, dans le fond, là, par rapport à ça. Moi, je ne peux pas répondre à ça, je ne sais pas. Au niveau manufacturier, je ne sais pas. Parfait. Bien, désolée. J'ai Christiane Perron qui demande si l'eau est récupérée pour utilisation dans le bâtiment. C'est vrai qu'il y avait une section justement de la visite où est-ce que j'ai parlé justement des possibilités qui pourraient être développées par rapport à la toiture bleue, par rapport à l'unité de stockage d'eau. C'est sûr que pour l'instant, tu sais, veut pas, l'offre fait la demande fait l'offre. Là. Actuellement, on n'a pas tant de, ça suscite beaucoup d'intérêt, mais on n'a pas beaucoup de projets qui sont concrétisés jusqu'à maintenant par rapport à ça. Mais oui, il y aurait possibilité de pousser cette technologie beaucoup plus loin. En fait, là, ça devient technique au niveau de la toiture, c'est-à-dire que on a l'isolant rigide qui est situé en dessous du permavoil, là, qui est la fameuse unité de stockage d'eau. Puis cet isolant-là, faut que l'eau quitte la toiture en dedans de 24 à 48 heures pour pas que l'isolant rigide reste à baigner dans l'eau de manière permanente. Fait que tout ça nous restreint ou nous met à penser, OK, comment est-ce qu'on peut générer de l'eau qui peut être utilisée dans le bâtiment autrement ou de la même manière, mais à ce moment-là, il faudrait vraiment confiner les unités de stockage d'eau, si on veut, dans une membrane de piscine au-dessus de l'isolant rigide, mais il faudrait tout revoir ça par rapport à la technicalité là, des composantes de toiture qui sont en dessous de l'unité de stockage d'eau pour pouvoir conserver ça de manière permanente et pouvoir la récupérer à l'intérieur des bâtiments. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités qui devraient être poussées beaucoup plus loin par rapport à ça. Okay. Ouais. Bien, super. Justement, après ce que tu disais par rapport au poids des systèmes et tout ça, Mme Roux demande attends, est-ce qu'il y a... Oui, c'est ça. Pour les nouveaux bâtiments, est-ce qu'à ce moment-là, il y aurait d'autres possibilités pour avoir, par exemple, des plus gros végétaux? Oui. En fait, faudrait vraiment qu'il y ait un gros travail au niveau de l'ingénieur en structure qui permettrait d'accueillir le système de toiture bleue, l'unité de stockage remplie d'eau, donc avec le poids de l'eau que ça concerne, et le poids du substrat de croissance à l'état saturé. Parce que c'est toujours la majorité du poids d'une toiture végétalisée là, se situe dans le substrat de croissance. Plus on ajoute des pousses au substrat de croissance, plus on alourdit notre toiture. Donc, c'est vraiment un travail au niveau des charges structurales.
De ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, là, il n'y a pas eu d'arbres encore sur un Blue Roof. Ça s'est restreint vraiment aux 200 millimètres et moins, là. Mhm. On augmente la charge structurelle, là, plus c'est dispendieux au niveau du projet, là. Oui, absolument. C'est ça, je comprends qu'il y a les deux aspects aussi. Tu as le toit vert en lui-même qui, effectivement, ben, plus tu mets de sol, plus tu peux avoir des grosses plantes, mais plus tu mets de sol, plus c'est lourd. Puis là, ben, quand tu viens rajouter l'unité de stockage d'eau en plus, ben, effectivement, c'est une grosse couche supplémentaire de poids là, que tu rajoutes. Ben, très intéressant. On demande qu'arrive-t-il si la pluie ne permet pas de saturer le système? Donc, quel type de plante serait planté dans ce cas-là? Si la pluie ne permet pas de saturer le substrat de croissance? Ouais. Ben, à ce moment-là, je pense que si on compte nos pluies, si on compte nos pluies 100 ans sur un projet, puis finalement, on comble tous les besoins de rétention en eau dans le substrat de croissance, je verrais pas pourquoi qu'on irait jusqu'à l'utilisation d'un système d'unité de stockage d'eau en dessous, là. Je sais pas, je comprends. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Puis, en fait, Madame Labbé, peut-être qu'on peut mentionner aussi que de façon générale, dans une toiture végétalisée, on va souvent prendre des plantes qui peuvent résister à la sécheresse parce que c'est sûr qu'il y a des épisodes de forte sécheresse. Les conditions sur une toiture font que c'est encore plus sec qu'au sol, là. Puis effectivement, mais ouais, comme Mélodie l'a expliqué, c'est sûr que bon, l'irrigation a quand même été intense. Même si on a des unités de stockage d'eau en dessous, cette eau-là n'est pas disponible pour les plantes. Elle fait pas partie, en tout cas pas actuellement. Encore là, c'est vraiment une option qu'on devrait travailler plus amplement là, pour récupérer l'eau pour la toiture. Mais mettons dans le système que je vous ai parlé là. L'irrigation peut être très utile en temps de sécheresse, là, dépendamment des types de plantes qu'on a plantées. Très bien. Si jamais ça ne répond pas à la question, Mme Labbé, là, vous pouvez lever votre main et la poser au micro. Ça nous fera plaisir de préciser. On demande maintenant par rapport à l'entretien. Donc, je ne sais pas, Marjolaine, si tu sais à peu près ça ressemble à quoi. Là, on demande sur la durée de vie d'une toiture, ça ressemble à quoi l'entretien? Est-ce que ça demande des petites interventions ou des grosses interventions? Quel niveau d'entretien à peu près là? Bien là, comme vous avez vu sur les images, c'est quand même un aménagement paysager comme il peut se trouver partout au niveau du sol. Là, l'entretien, en tout cas pour McGill, là, on n'était pas sur toiture en surélevé. Là, pour McGill, ça va être un entretien qui va ressembler au même entretien qui se fait dans tous les bassins là, qui se font au niveau du sol naturel. Là. Ça va être désherbage, fertilisation, irrigation, rajout de paillis, etc. Là, il n'y a pas de, en tout cas pas pour ce projet-là, il n'y a pas de différence avec un type d'entretien qui peut se faire au niveau du sol. Parfait. Et une question bien précise, je ne sais pas si tu as la réponse, là, au niveau du drain à débit contrôlé, est-ce que tu aurais des indications sur le nom et le fournisseur de ce type de drain-là? Sur McGill, c'est l'entreprise Murfco qui a conçu le drain à débit contrôlé selon les indications de l'ingénieur mécanique. Ils ont travaillé ensemble pour pouvoir avoir exactement ce qu'il y avait de besoin là, au niveau des hauteurs et des volumes et des débits à contrôler. Ouais. Merci. Question maintenant qu'on se pose souvent. Qu'est-ce qui arrive l'hiver? Donc, si en hiver, il y a des fortes pluies, ou il y a du gel un peu après. Donc, justement, on a parlé sur la visite, là, mais je n'ai pas présenté dans le segment vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe l'hiver? Je dirais qu'en 2017, je me posais beaucoup la question comment est-ce que ça allait passer à travers l'hiver. Mais avec ce projet-là, on se rend compte finalement que, au niveau des drains, c'est toujours un niveau. La toiture à membrane protégée, c'est une toiture qui se fait, la membrane est du côté chaud du bâtiment. On a l'isolant rigide par-dessus. Si vous remarquez sur les toitures, c'est toujours, malheureusement, un endroit où est-ce qu'on peut justement perdre de la chaleur. Fait qu'on n'a pas, on pensait peut-être ajouter des fils chauffants ou, on se demandait comment ça allait passer à travers en Amérique du Nord. Mais finalement, il n'y a pas vraiment de problématique par rapport à ça parce qu'il y a toujours une circulation d'eau qui va se faire pareil au niveau des drains parce qu'il va toujours avoir une fonte, peu importe de glace ou qu'est-ce qui se passe dans le drain à débit contrôlé. On sait que quand ça se met
Quand on se met à passer en bas de zéro, ben c'est de la neige qui tombe. Là. C'est pas de l'eau. Oui, on a des gros redoux maintenant en janvier, en février qui regèlent bien tête après 5 jours de redoux. Le drain va toujours faire l'ouvrage qu'il a à faire parce que, comme je dis, ça reste quand même un peu chaud autour des drains. Donc, il n'y a pas de bloc de glace là, qui se forme au niveau des drains. Tout à fait. Et écoutez, je vais combiner 2 questions pour faire une question un peu finale sur ce segment-là avant de passer à l'autre segment. On pourra revenir aux questions par la suite, là, s'il nous reste du temps. Mais j'ai Mme Bibeau, Inès qui demande de façon très large pourquoi est-ce qu'on fait des toitures végétalisées et Mme Bibeau qui va plus loin et qui demande pourquoi on ferait une toiture bleue. Donc, pourquoi un toit vert puis pourquoi un toit bleu-vert? Je vais revenir à parler aux charges structurales. C'est souvent le nerf de la guerre quand on fait un projet. C'est ça qui augmente aussi les prix quand on vient pour bâtir notre projet. La toiture, dans le fond, l'unité de stockage d'eau avec drain à débit contrôlé va nous permettre, en fait, de réduire l'épaisseur de sol qu'on aurait besoin pour la toiture végétalisée. Chacun a son rôle précis dans la sandwich. La toiture végétalisée, dans le fond, même si elle est saturée en eau, va continuer à faire son ouvrage d'évapotranspiration, de baisse des températures autour, de filtration de l'eau, ralentissement de l'eau aussi avant que ça arrive vers les drains. Dans le fond, l'unité de stockage d'eau qui est le bleu en dessous vient pallier justement plus aux pluies extrêmes. Vient chercher la toiture végétalisée va combler un petit toit vert extensif va pouvoir récupérer 50% et plus des eaux de pluie annuelles. Mais malheureusement, quand on a des coups d'eau qui sont vraiment intenses et que notre substrat de croissance est vraiment saturé d'eau, à ce moment-là, ça prend d'autres types de systèmes ou de phytotechnologie ou des systèmes au niveau du sol qui vont être capables de venir chercher ce que la toiture n'a pas été capable de gérer à la source en termes de gestion des eaux pluviales. Je ne sais pas si ça répond. Bien, je pense que oui. Puis je pense que la question d'Inès aussi, ça nous fait comprendre que j'imagine qu'il y a différentes personnes dans l'auditoire, là, autant des gens qui ne connaissent pas trop les toitures végétalisées qui les connaissent beaucoup. Donc, moi, je pense que c'est super intéressant ce que tu nous dis. Donc, gestion des eaux pluviales, ça contribue aussi à la lutte aux îlots de chaleur. Puis j'inviterais tous ceux parmi nos participants qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec les toits verts là, à aller voir vraiment le site web du GTTV, donc groupe de travail sur les toitures végétalisées, et aussi de la SQP. On a des documents, il y a des capsules vidéo au niveau du GTTV, des documents. Puis à la SQP, on a une fiche technique qui explique en gros c'est quoi un toit vert, puis à quoi ça sert, puis c'est quoi les composantes de base. Ce n'est pas un guide exhaustif, mais c'est un bon document de départ. Donc, écoutez, je suis désolée pour ceux qu'on n'a pas peut-être pu aller à la question, mais comme je le disais, si on a le temps après la deuxième portion, on reviendra à ces questions-là. Oui, je vais être encore là à la fin. Super. Bien, merci beaucoup, Marjolaine. Puis je vais vous présenter tout de suite le deuxième vidéo, donc sur la toiture au quai à la jetée Alexandra. Donc, juste un petit instant. Bienvenue au quai de la jetée Alexandra. Je me représente, Roxane Meller de Soprema. On est le manufacturier qui a fourni les produits pour la toiture végétale ici. Puis Mélodie, que vous avez précédemment rencontrée, de Toit Vertige, l'équipe d'installation qui a procédé aux travaux d'installation. Donc, un petit historique, le bureau d'architecture de paysage qui a fait le design ici, c'est Net Paysage. C'est un projet en design qui a duré au moins 3 ans. Là. Elle me dit que ça a été un long processus avec le comité du Vieux-Montréal. Puis, le concept a été long à élaborer aussi. Puis, ce que vous regardez, dans le fond, c'est conçu pour être comme un pré fleuri. La raison étant qu'avant, ici, c'était un kit de débarquement pour tous les navires qui venaient de l'Ouest canadien puis qui amenaient les céréales de l'Ouest canadien. Fait qu'ils voulaient comme amener le concept d'un champ de céréales, de fleurs, puis de le reproduire avec des végétaux indigènes.
Il avait choisi une belle palette de végétaux en plantation. Le système, c'est un système semi-intensif avec 8 pouces de substrat. Au moins. Au moins, Oui, et même il plus. Il y a une petite section qui a 6 pouces, Ouais. parce qu'il y a un bloc de béton qui est enterré. Puis José Labelle de NIP me disait que les premières années, ils ont vu la différence à l'espace où il y a 6 pouces plutôt que 8. Fait que juste 2 pouces qui peut faire une grosse différence dans le type de végétaux. Puis, dans le fond, Mélodie parlera des types de végétaux. Ben, veux-tu, dans le fond, parler de l'installation puis des types de végétaux? Puis, je vous parlerai de l'entretien par la suite, qui est vraiment comme un facteur hyper déterminant là, pour le look du projet. Je peux faire ça. Donc, initialement, dès le départ, là, on a eu une belle surprise de la première visite qu'on a faite au chantier. Dans le fond, ici, ça a été un projet qui a été fait par gérance de l'eau. Donc, chaque section, c'est des lots différents. C'est pas comme un entrepreneur général qui aurait tout pris en charge pour bien coordonner toute la chose. Donc, c'est des lots distincts. Donc, le toit terrasse, c'est un lot distinct. L'étanchéité, c'est un lot distinct. Les gens, ils ne se parlaient pas nécessairement entre eux. Donc là, quand on est arrivé sur le chantier, on a fait « Ah, wow! Il y a du petit gravier qui retient justement l'isolant. » Nous, dans notre contrat, on avait le panneau de drainage. Ah, attends, j'ai pas sorti mes choses. On avait le panneau de drainage. Fait que là, on a dit, on va remplacer le panneau de drainage par le gravier qui est déjà en place. On va pas remettre un panneau de drainage par-dessus du drainage naturel. Donc, ça a été une des premières choses qu'on a vues, qu'on a constatées dès le départ. Donc, eux, ils étaient en train de finir justement le toit terrasse, puis on les a suivis avec la toiture végétalisée. Les grosses contraintes ici, là, c'était justement qu'il fallait qu'on arrête tout. Il n'y avait aucun travailleur permis quand il y avait un bateau de croisière qui venait. Donc, il fallait se setter OK, il faut faire telle partie dans 2 jours parce qu'il y a un bateau de croisière. Pendant une semaine, on ne peut plus travailler, etc. C'était une grosse coordination. Ici, il n'y avait aucun vrac de permis. Donc, tout était sur les totes. Les totes, c'est des gros sacs de substrat. Donc, c'est plus ou moins 2,5 verges cubes de terre dans ces sacs-là. Même chose pour le vrac au niveau de la pierre. Là, il y en a autour des appentis, des puits de lumière. Le vrac, on ne pouvait pas le mettre la pierre, on ne peut pas la mettre en vrac non plus. Il fallait qu'on la verse directement dans une cloche pour la verser sur le toit par après. Donc, ça a été une grosse coordination. On n'avait rien qui pouvait toucher au sol à côté. Donc, on a suivi les gens qui faisaient la toit terrasse. On a pris 2 jours pour faire ces deux sections-là ici. Pendant ce temps-là, il y a eu 40 mm de pluie en 2 jours. On ne pouvait pas arrêter. En 2 heures, excusez-moi. On ne pouvait pas arrêter. Il fallait continuer. Parce que dans 2 jours, justement, il y avait le bateau de croisière. Puis les camions continuaient à rentrer quand même. Donc, on a fait ça. On a arrêté. On a fait la plantation ici. Eux, ils ont continué par après la terrasse qui n'était pas encore terminée. Donc, au fur et à mesure, on a avancé avec eux. On a pris 2 autres journées pour faire les derniers bassins. Et il y a un autre petit bassin loin là-bas qui est en arrière d'une grille une clôture de chantier. Lui, on ne le voit pas, on l'a fait l'année suivante. Et on avait fallu tout laisser sur place pour ça. Donc, en premier, quand on est venu faire le toit vert ici, on est venu mettre la membrane géotextile, qui est un géotextile plastique ici, qui était micro-perforé. Donc, on est venu la sceller avec toutes les bordures pour pas que la terre rentre par en dessous. Ce n'est pas des bordures perforées ici non plus, vu qu'il y avait le drainage qui était continu en dessous des bordures. Donc, quand je parle des gros sacs, là, on parle des méga sacs qui sont venus avec une grue jusqu'ici. Et on a pris une grue 110 tonnes pour être capable d'aller porter la terre le plus loin possible pour vraiment avoir une plus grosse rapidité d'exécution, puis pas avoir à traîner la terre avec des brouettes ou quoi que ce soit. Donc, ça s'est vraiment fait vite. Là. Ici, on a justement tout est mouillé. on est encore tous là aussi, encore une fois. Donc, au niveau de la plantation, on a levé les racks de plantation avec un merlot. Donc, juste mettre les racks ici sur le côté, puis après ça, on peut bien justement les disposer selon la quantité de végétaux qu'il y avait par section. Vous allez voir, l'architecte paysagiste avait fait vraiment une belle planification des travaux, un beau schéma de plantation. C'était facile à suivre aussi, là. Donc, tout était très ordonné au départ, mais c'est sûr que ça fait 4 ans. Les plantes se sont entremêlées, les semences aussi qui proviennent de l'extérieur.
Non, des pots d'1 litre. Donc, c'est ça, dans le fond, quand on faisait l'installation, on venait mettre des petits poteaux de bois, pas très profonds parce qu'on ne veut pas non plus percer l'étanchéité ni rien. Là. Donc, on vient mettre des petits poteaux de bois. Puis là, après ça, on peut venir faire nos lignes pour faire la coordination de la plantation. Et bien sûr, à travers toutes les constructions, il y a toujours des petits pépins. Ici, dans le fond, on avait fait l'installation de la terre avant que les puits de lumière soient revêtus de leur vêtements de métal. Donc, une fois que ces gens-là ils sont venus, bien, ils ont tous piétiné, bien sûr, les plantations. Il faut refaire ça. Donc, c'est une simple coordination des fois sur le projet. Donc, on voit ici qu'il y a un certain type de plante qui n'avait pas vraiment pogné. C'est surtout dans le coin là-bas. Par la suite, il a fallu qu'on refasse une autre plantation. Donc là, je vais vous expliquer tantôt les plantes qu'on a installées initialement, puis les plantes qui ont été réinstallées par la suite. Peut-être que tu vas pouvoir plus en parler. Pas de panneau de drainage, non. Non. Donc, à l'inauguration, on voyait quand même bien les marguerites, tout ça, c'était vraiment très, très joli, très fleuri. Puis la variété des végétaux fait en sorte que c'est fleuri pas mal tout à différents moments dans la saison aussi. Là. On le voit en ce moment, là, on est vraiment au temps des verges d'or, puis on se demandait si ça allait encore être aussi jaune parce qu'ils sont sur le déclin. Mais la semaine passée, c'était encore plus pétant le jaune des verges d'or à ce temps-ci de l'année, c'est super beau. On a eu 2 ans de visite d'entretien par la suite de l'installation. Et il y avait une chose qu'on voyait souvent, là, c'est avant, il n'y avait pas les petites cordes comme ça. Et les gens allaient allègrement dans la plantation parce que c'est toutes des plantes comestibles ou qu'on peut infuser ou d'une certaine manière qu'on peut consommer. Les gens allaient les cueillir. Il y avait des animaux aussi qui se promenaient, qui allaient faire ce qu'ils ont à faire. On voit aussi sur la pancarte que pas le droit de fumer, pas le droit de canettes de bière, d'alcool, parce que les salles sont locatives de chaque côté et il y avait des gros parties, des gros mariages, puis il y avait beaucoup de bouteilles d'alcool qui se retrouvaient finalement dans le toit vert. On voyait vraiment que les puits de lumière créaient beaucoup d'attractions parce qu'il y avait des chemins qui se faisaient jusqu'aux puits de lumière. Le monde voulait aller voir des puits de lumière. Fait qu'il y avait tout le temps des sentiers. Puis ces petits cordons-là, ils ont mis les clôtures l'année passée, je pense. Je sais pas. Puis ça, c'est vraiment le comité du Vieux-Montréal là, qui gère ici le quai qui a fait ça. Puis c'est un très beau design. Là. Tu sais, ça se perd un peu à la vue. Ça bloque pas la vue des végétaux, mais c'est assez pour que les gens, ça les freine un peu là, dans leur élan de s'en aller là-bas. Puis c'est ça, c'est les bateaux de croisière quand on venait faire l'entretien. Les gens, ils nous voyaient à travers le gros bateau. Puis, ça fait aussi une belle porte d'entrée. Là, c'est les plantes indigènes du Québec, comestibles. Vous voyez, c'est ça notre culture à nous. On aurait aimé ça avoir des panneaux de signalisation pour indiquer chaque type de plante, qu'est-ce qu'ils font exactement. Peut-être que ça va venir avec le temps aussi. Donc, les petites statistiques. Ici, il y a presque 24 500 pieds carrés, à plus ou moins 22 pieds du sol de ce côté-là. Et là-dedans, on a mis 800 verges cubes de substrat. Ça fait quand même beaucoup, là, installé en seulement 4 jours. Donc, les 4 jours, ça a été 800 verges cubes de substrat. Non, ben, il y a certains endroits qui ont 10 pouces, certains endroits qui ont 6 pouces. Ça varie. Là, le but ici, c'était d'être à un seul niveau, donc ça ne paraît pas les pentes de toit, fait qu'il a fallu combler l'épaisseur. Donc, c'est pour ça qu'il y a des bordures ajustables aussi au périmètre pour venir combler cette épaisseur-là. Donc, ça ne paraît pas. Oui, ici, oui. Donc, ça donne un peu plus que 28 tonnes à l'heure qu'on venait ici porter. Flac, 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 comme ça. C'était un show boucan ici. Là. Ça y allait par là. Ça fait que c'est environ 3 à 4 camions par jour de 53 pieds qui venaient. Ça l'entrait à la file, puis ça sortait. Ça faisait un voyage comme ça. Il y a plus de 24 000 végétaux qui ont été installés par 8 à 10 personnes lors des journées de plantation. L'arrosage a été une grosse problématique ici initialement parce que les systèmes d'irrigation n'étaient pas fonctionnels pour les 2 premiers bassins qu'on avait installés. Donc, il fallait aller s'alimenter par les bornes fontaines
loin d'ici. Donc, c'était quelque chose quand même. Là, puis, il a fallu presser le pas aussi pour faire installer le système d'irrigation pour les prochaines qu'on allait faire. Encore là, c'est des lots distincts. Fait que c'est la coordination des fois. Toutes les plantes qui étaient livrées sur place, il fallait qu'elles soient installées le plus rapidement possible. Il n'y avait aucune plante qui pouvait rester là la fin de semaine à cause des vols parce que il y avait des sections qui étaient ouvertes quand même si on faisait des travaux. Donc, initialement, la composition de l'architecture, c'était une membrane élastomère, une membrane anti-racine, un isolant. C'est pas le même isolant que ça fait, mais c'est celui que j'ai apporté aujourd'hui. Il y avait aussi le ballon de drainage éco-vent, parce que c'est une membrane inversée, donc c'est le éco-vent. Et ensuite, il y avait la membrane microphabe. Qui est plus celle qu'on utilise maintenant. C'est ça, maintenant, c'est plus celle-là qu'on utilise. Donc, il y a une toiture de 2017. C'est un géotextile micro-perforé. Qui est aussi. Qui fait aussi office d'antiracine, mais qu'on n'utilise plus comme antiracine. Ouais. Donc, là, cette partie-là a des travaux pour devenir justement du petit galet de rivière au ballastier pour le tenir en place pendant le reste des constructions, mais qui a servi aussi de fond de drainage finalement. Initialement, le choix des plantes, il y avait les Anthemis tinctoria. Eux, ça n'a pas tant fonctionné de mémoire. Là. Il y avait les Origanum vulgaires, c'est de l'origan. L'origan, c'est ça. Les Solidago, Mémoré. Ça, c'est les verges d'or. Verges d'or, merci. La traduction française. Il y avait les Achillées millefolium. Ça, il y en a encore plein. J'en vois plein, c'est cool. Oui. Ça résiste très, très bien, ceux-là. Les Allium cerneum, la ciboulette. Et voilà. Il y avait le Canthemum vulgaire. Les marguerites, ça, ils ont moins bien tenu aussi, les marguerites. Il était très belle la première année. Il était magnifique. Puis les photos qu'on voit du quai souvent, la première année, c'était des gros champs de marguerites. Tout ça ici, là. Superbe, mais c'est l'environnement. Ici, c'est vraiment un environnement qui est super hostile. Hein. C'est très, très venteux. Il y a beaucoup d'embrun aussi. Puis à l'hiver, là, le vent balaie souvent toute la neige. Fait qu'il y a des portions qui sont complètement dégagées de la neige. Puis sur une toiture végétale, la neige, c'est ça qui protège les végétaux. Oui, la chaleur qui émane du bâtiment, mais la couverture neigeuse est très importante pour la survie des végétaux. Fait qu'il y a eu des bonnes années d'adaptation. Ça en est encore, en fait. As-tu fait toute ta liste? Il y a les astères. Ouais. Ça, c'est mes préférés. Les astères, bien là, c'est drôle parce que ce qui a été planté, c'est les petites qu'on voit là, les petites mauves. Mais il y en a des grosses aussi qui ont commencé, le petit massif mauve qui est là. Oups. Mais le contrat... De végétation spontanée. Oui, bien en fait, ils ont donné un contrat d'entretien. L'installation initiale, c'est en 2017. Puis là, comme Mélodie disait, Toit Vertige qui a fait l'installation a fait l'entretien pendant 2 ans. Puis il y a vraiment différents courants de pensée quand on fait de l'entretien de toit vert. Tu sais, ça peut être un minimum, on désherbe juste qu'est-ce qui est dommageable. Ça peut être un gros entretien, on veut absolument que ce qu'on a planté au début reste. Puis ça peut être aussi un mix entre les deux. Puis le concept ici, qui était vraiment un pré fleuri, ça servait comme à rien de se battre. Fait que qu'est-ce qu'ils font dans leur contrat d'entretien? C'est vraiment du désherbage sélectif. Fait qu'ils vont désherber qu'est-ce qui peut être nocif, naturellement, toutes les samars d'arbres. Ils vont désherber des plantes qui sont très invasives, mais ils vont choisir d'en laisser la qui n'était pas là au départ. Il y a de la monarde qui n'était pas là au départ qu'on peut voir. L'allium, là, c'est ça. Puis c'est aussi pour qu'il y ait une saisonnalité. Au printemps, l'allium est mauve, c'est magnifique. Après ça, on en plus avec les achillées, les différents graminées. Il y a même des rudbeckies un peu. Puis là, à l'automne, ben, il y a les solidago, les verges d'or. Il y a du liatrice. Fait que c'est super varié au courant de la saison, mais c'est vraiment un désherbage sélectif qu'ils font. Puis je pense que ça va être une toiture végétale qui va être en constante évolution. Il y a une plante contre laquelle ils ont arrêté de se battre, puis vous pouvez le remarquer assez facilement, c'est les patchs de trèfle. Au début, ils voulaient désherber le trèfle, mais à un moment donné, tu te bats, puis ça fait juste faire des gros massifs. Puis la façon que le système racinaire du trèfle est fait, quand tu le désherbes, c'est tellement ramifié comme ça, avec plein de petites racines, qu'il y a beaucoup de substrat de culture qui vient avec. Là, tu te ramasses avec des trous. Fait qu'ils ils ont décidé de le laisser, puis somme toute, le trèfle, c'est pas dommageable, ça fixe l'azote. Fait que c'est comme...
c'est significatif de deux choses. De un, il y a une carence quelconque dans le sol qui fait que le trèfle va vraiment se développer plus que d'autres. Et de deux, il va fixer l'azote, puis sa dégradation d'hiver va apporter de l'azote dans le sol. Fait que, somme toute, c'est pas une mauvaise plante, mis à part le fait qu'elle se développe vraiment en grosse patch puis qu'elle va étouffer pas mal tout ce qu'il y a autour. Mais je pense que dès qu'ils envoient des tout petits, ils les laissent. Mais quand ils sont rendus grosses comme celle-là, là, ils choisissent vraiment des laissés. Là. Ils n'ont pas bien le choix. Non, vas-y. Il n'y a jamais de paillis sur une toiture végétale. C'est combustible, de un, et c'est hyper facile à être soulevé par le vent. Fait que ça revole tout le temps partout. Fait qu'on n'installe pratiquement jamais de paillis de cèdre, on s'entend. Des fois, il y a des paillis d'ardoise, mais c'est plutôt rare. Ouais. Les substrats de culture qui sont utilisés pour les toits verts sont très, très faibles en matière organique. Fait que c'est vraiment pas tout le type de végétaux qui vont se développer là-dedans comparativement à une plate-bande. Si tu ne mets pas de paillis, les mauvaises herbes, ils pognent là-dedans super facilement. Mais le sol ici, avec un 7-8 % max de matière organique, il n'y a vraiment pas grand-chose qui va être là comme spontané, à part des trucs hyper rustiques. Là. Bon, mais voilà, donc ça complète le deuxième segment vidéo. Vous avez vu justement, Marjolaine t'a parlé un petit peu plus d'entretien, donc c'est le fun, ça rajoute des précisions là-dessus. Et bien voilà, j'inviterai maintenant nos participants là, à nous poser vos questions sur la jetée Alexandra. Donc, pas de questions pour l'instant. On a dit encore une fois, ça l'avait fait ça lors de la visite virtuelle aussi. Hein? On s'était étendu, la vidéo il est plus long, donc on a répondu à beaucoup de questions dans les propos. Oui, c'est vrai. Sinon, je voulais peut-être revenir sur une question un petit peu plus précise qui avait été posée par M. Raymond aussi, là, qui demandait s'il y a des guides qui donnent l'équivalent du poids pour un équivalent d'épaisseur de substrat. Oui, fait que de façon plus générale aussi, il y a peut-être des participants qui se demandent s'il y a des guides là, de conception et des normes au niveau des toitures végétalisées au Québec. Bien, en fait, oui. Si on parle, par exemple, de normes de construction, il y a la RBQ au Québec qui a un guide de critères de design. C'est pas une réglementation, mais ça donne un éventail assez étendu de toutes les contraintes qu'on peut retrouver au niveau de la conception puis du design. Puis, si on s'accote à tous ces points-là, dans le fond, c'est tout simplement qu'on n'a pas besoin de faire de demande de mesures différentes pour notre toiture végétale puis qu'elle peut passer dans notre demande de permis. Par la suite, pour ce qui est des poids des systèmes puis des spécifications de chacun des systèmes, c'est très, très variable parce qu'en fait, chaque mélange de substrats est différent, chaque recette est modifiée, est différente, les intrants ne sont pas les mêmes, donc c'est très spécifique à chaque mélange puis à chaque manufacturier. Mais n'importe quel manufacturier de produits de toiture végétalisée a ces données-là pour ces produits spécifiques. Il y a des généralités qu'on utilise. Un système à 150 mm va avoir un poids entre 30 à 40 livres au pied carré à pleine saturation d'eau. Donc, on a des informations générales, mais quand on en est vraiment à faire le design d'un système, on doit choisir son système, aller s'informer chez les différents manufacturiers pour recevoir tous les détails techniques puis les spécifications reliées vraiment à ce système-là spécifique parce qu'on apporte un poids assez important sur la toiture. Donc, on ne peut pas se permettre d'y aller général. Il faut vraiment quelque chose de très précis. Oui, je comprends. Parfait. Donc, c'est vraiment par manufacturier. Oui. Puis, juste pour savoir, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Toi, je sais qu'il y a comme un guide, je crois, au niveau de la Ville de Montréal sur les toitures. Oui, ben, le guide de la Ville de Montréal qui a été développé avec la Société de l'habitation est pas récent. Hein. Ça fait, je crois qu'il date de 2006. Si je ne me trompe pas, il a peut-être été mis à jour. C'est un guideline très généralisé. Puis encore une fois, ça ne fait pas office de réglementation.
Okay. Oui, les deux, là, autant le guide de la RBQ que celui de la Ville de Montréal, vous pouvez les trouver en version téléchargeable, sans problème sur Internet, c'est gratuit. Super. Ben, parfait. Marjolaine doit avoir répondu à toutes les questions avant parce que j'en vois pas d'autres. J'avais Mme Perron aussi qui demandait, elle demandait d'abord si l'eau était réutilisée à McGill. Puis sinon, elle se demandait si dans un cas où on designerait le système pour récupérer l'eau, est-ce que celle-ci peut être utilisée, par exemple, pour alimenter les toilettes ou irriguer un mur végétal. Donc, je ne sais pas si vous deux, vous avez des expériences par rapport à ça ou des commentaires par rapport à ce type d'option. À la Maison du développement durable, ils en font de la récupération justement de l'eau qui tombe sur la toiture. Donc, quand la toiture végétalisée elle tombe à saturation, tout ce qui sort de la toiture végétalisée, donc qui ralentit, filtré, ça s'en va dans des réservoirs un peu plus bas dans le bâtiment. Puis ça sert justement d'eau grise pour les toilettes, pour d'autres types. Comme j'ai expliqué antécédemment, si on veut utiliser vraiment les unités de stockage d'eau pour réutiliser l'eau qu'il y a dedans, à terme, si on parle de réservoir à la source, à ce moment-là, il faudrait trouver un moyen de confiner ces unités de stockage-là dans une espèce de bassin, comme une toile de piscine, si on veut, là, pour pouvoir conserver l'eau à cet endroit-là qui pourrait être utilisé ensuite en eau grise ou en eau d'irrigation pour murs végétalisés ou pour revenir être pompé et retourner sur la toiture végétalisée en moment de sécheresse. C'est certain qu'il y a des contraintes associées à ça parce que les citernes, par exemple, enfouies qui vont recueillir l'eau excédentaire de la toiture vont souvent être au niveau du sol, alors que le but, c'est d'aller irriguer sur la toiture. Donc, ça implique l'utilisation d'un système de pompe et de valves qui peut être assez dispendieux. Mais on le voit dans des projets des fois au niveau du sol, comme par exemple au nouveau planétarium Rio Tinto, il y a des citernes qui avaient été enfouies au niveau de l'espace de véhicule qui recueillaient l'eau qui s'écoule dans le fond des toitures. Naturellement, il faut prendre en compte quand on fait ça la capacité de stockage en rétention du substrat de culture puis de la toiture végétale en tant que telle, parce que quand on dimensionne les systèmes de stockage, que ce soit pour l'irrigation ou quoi que ce soit, mais qu'on ne prend pas en compte la capacité de rétention de la toiture végétale, on surdimensionne ces bassins-là puis ces systèmes de valves et de pompes-là. Mais c'est définitivement quelque chose qui est possible de faire, qui est adaptable là, selon le projet. C'est juste pas très commun encore au Québec. Oh, mais c'est super, je suis contente que vous nous donniez des exemples. Je n'étais pas au courant justement de ces applications. On manque pas d'eau au Québec. Non, c'est ça. On n'en manque pas assez. Bien, parfait. Écoutez, les participants semblent plus avoir d'autres questions, donc je pense qu'on va pouvoir terminer la présentation maintenant. Vraiment, encore merci à Roxane et à Marjolaine. C'était vraiment super intéressant. Puis la portion mardi en présentiel aussi a été super appréciée. Comme je le disais tout à l'heure, je vous invite pour ceux qui le souhaitent là, à aller consulter les documents qui sont disponibles sur le site de la SQP et du GTTV pour en apprendre plus sur les toitures végétalisées. Et c'est ça, je suis vraiment contente aussi de vous annoncer que nos webinaires se poursuivent à la SQP cet automne. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour les 2 prochains, donc vous pouvez encore une fois aller sur notre site pour vous inscrire tout de suite. Le prochain, ça va être le 15 octobre prochain, c'est sur les jardins verticaux. Donc justement, on parlera de murs végétales et ça va être animé par Albert Mondor. Et donc, voilà, et encore une fois, j'aimerais inviter ceux qui ne le sont pas déjà à considérer devenir membres de la SQP. Là, c'est sûr que, évidemment, ça vous offre plein d'avantages. En plus de ce qu'on a mentionné tout à l'heure, vous avez aussi accès à des publications, toutes les publications des membres du CA, que ce soit dans des revues scientifiques ou des revues professionnelles, sont mises à la disposition des membres. Vous avez accès à des présentations passées de visites de sites, les webinaires, les présentations des colloques antérieurs aussi. Tout ça est disponible. Puis, bien évidemment, vous nous aidez à la SQP là, à continuer nos activités. Je remercie aussi encore une fois nos partenaires financiers, donc Desjardins, Rameau Phytotechnologies, les Membranes Hydrotech et Rousseau-Lafèvre. Puis, ben voilà, je remercie tout le monde pour votre participation. C'était vraiment un bel événement. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.